À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment éliminer l'anxiété et l'inquiétude en utilisant des principes stoïciens. Ce sont 10 secrets que très peu de personnes appliquent, mais qui peuvent transformer complètement ta manière d'affronter le stress et l'incertitude. Imagine Laura, une professionnelle brillante qui vivait prisonnière de l'anxiété. Chaque nuit, elle avait du mal à dormir, repassant dans son esprit les erreurs de la journée et anticipant les problèmes du lendemain. Pendant la journée, ses épaules restaient tendues, sa mâchoire crispée, et elle n'arrivait même pas à savourer une tasse de café en silence. En réunion, son regard se perdait, incapable d'écouter réellement ses collègues pendant que son esprit sautait d'une inquiétude à l'autre. Un jour, sur la recommandation d'un ami, elle a commencé à mettre en place de petites habitudes stoïciennes. Au début, il y a eu de la résistance, des regards sceptiques, des questions gênantes sur son calme soudain. 3 mois plus tard, ses pensées ne la dominaient plus. Désormais, c'est elle qui domine ses pensées. Ses nuits sont paisibles, ses réponses directes. Au bureau, on l'aperçoit différemment, moins réactive, plus assurée. Ces secrets ne sont pas des phrases creuses ni des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques, éprouvés au fil des siècles, qui vont t'aider à reprendre le contrôle et à trouver la sérénité, même au cœur du chaos. La plupart des gens ne découvrent jamais le 7e, et c'est souvent celui qui fait toute la différence. Commençons. Secret numéro 1. Distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. L'anxiété se nourrit de la confusion. Lorsque tu ne sais pas ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas, ton esprit se disperse dans 1000 scénarios possibles, dont la plupart sont hors de ta portée. Le premier secret pour éliminer les préoccupations est de tracer une ligne invisible. D'un côté, ce qui dépend de toi, de l'autre, ce qui ne dépend pas de toi. Cette distinction est plus qu'un exercice mental, c'est un outil pratique. Imagine que tu as un entretien d'embauche important. Tu peux contrôler ta préparation, ta ponctualité, ta présence et ton attitude pendant la conversation. Tu ne peux pas contrôler l'opinion préalable du recruteur, la concurrence, ni les décisions internes de l'entreprise. Si tu t'obsèdes avec tout le processus, tu t'épuises en spéculation et en nervosité. Mais si tu concentres ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi, ta préparation et ton attitude, tu libères une énorme quantité d'espace mental. Cela ne signifie pas résignation, cela signifie stratégie. Tu diriges tes efforts là où ils peuvent vraiment faire la différence. Ce principe s'applique dans n'importe quelle situation. Pense à une dispute familiale. Tu peux contrôler ce que tu dis, le ton que tu utilises et ta disposition à écouter. Tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre, ni son humeur, ni les mots qu'il choisit. Pourtant, la plupart des gens investissent leur énergie à essayer de manipuler l'incontrôlable. Ils cherchent la réponse parfaite, anticipent la colère ou l'incompréhension, s'imaginent des scénarios qui n'arrivent jamais. Cela ne fait qu'augmenter l'anxiété. Regarde le cas de quelqu'un qui attend le résultat d'un examen médical. La peur s'intensifie parce que l'esprit essaie de contrôler le résultat, quelque chose qui lui échappe complètement. Mais il peut contrôler sa réponse, comment il gère l'attente, comment il prend soin de lui, ce qu'il décide de faire de son temps jusqu'à recevoir la nouvelle. La différence entre l'angoisse et le calme se trouve précisément à ce point. Distinguer ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas n'est pas facile au début, car l'esprit a tendance à les mélanger. Mais c'est une compétence qui s'entraîne. Fais-le de manière active. Face à toute préoccupation, écris-la sur une feuille et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est oui, agis. Si c'est non, lâche prise. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'intelligence émotionnelle. Le temps et l'énergie que tu économises en arrêtant de te battre contre ce qui ne dépend pas de toi, tu peux les investir dans ce que tu peux véritablement transformer. C'est ainsi que l'anxiété s'affaiblit, avec de la clarté. Quand tu sais où s'arrête ta portée, tu cesses de livrer des batailles perdues d'avance. Ce que tu peux contrôler, tu l'améliores. Ce que tu ne peux pas, tu l'acceptes.
C'est là la base de la tranquillité d'esprit. Deuxième secret, visualiser le pire scénario pour lui enlever son pouvoir. As-tu peur de tout perdre? Fais l'exercice. Imagine cette catastrophe dans tous ses détails. Ne te cache pas derrière l'espoir. Ne prie pas pour qu'elle n'arrive pas. Regarde-la en face, mets-la à nu. Tu perds ton travail? Visualise l'appel, le visage du patron, le silence. Tu te retrouves sans argent? Ressens le poids du compte vide, l'inconfort de demander de l'aide, la fierté avalée. Un échec? Savoure le ridicule, la honte, l'écho des regards des autres. Et après? Tu es toujours vivant, humilié, blessé, mais vivant. La peur qui te ronge de l'intérieur est un fantôme gonflé. Quand tu la regardes sans filtre, elle rétrécit. Le pire scénario est désagréable, inconfortable, mais ce n'est presque jamais la fin. Le monde ne s'arrête pas parce que tu échoues. La vérité, la plupart des gens ne regardent pas et personne ne se soucie autant de ta chute que toi. Alors, arrête de nourrir le monstre dans l'obscurité, sors-le à la lumière et regarde-le bien. Il n'est pas invincible. Il ne te contrôle que si tu lui échappes. Arrête de perdre du temps à souffrir pour ce qui pourrait arriver. Le pire scénario n'est que cela, un scénario, pas ta sentence. Si tu l'acceptes, il ne peut plus t'effrayer. Si tu peux le supporter dans ton esprit, tu peux le supporter dans la vie. Secret numéro 3. Pratiquer le détachement émotionnel face aux résultats. La routine quotidienne oscille entre action et conséquence. Une décision, une conversation, un effort. Le résultat arrive ensuite. Parfois il est favorable, parfois non. Le corps réagit, le pouls change, l'esprit s'accélère, l'attention se fixe sur ce qu'on ne peut pas contrôler. L'attente devient un fardeau. Le résultat est analysé, jugé, comparé. L'attachement à l'issue génère tension, insatisfaction, inquiétude qui ne disparaît pas. Le détachement émotionnel face au résultat est une pratique d'observation. L'action est réalisée de façon délibérée. Le résultat est accepté tel qu'il est. Il n'y a pas de célébration excessive en cas de succès, pas d'effondrement en cas d'échec. Il s'agit simplement d'enregistrer ce qui se passe. L'attention reste sur le comportement, non sur l'issue. Le travail se trouve dans l'action, non dans la récompense. Dans cet état, l'esprit ne se disperse pas dans des scénarios hypothétiques. Le présent demeure le seul espace d'influence. L'effort se dirige vers ce qui dépend de soi. Le reste est relâché. Le calme apparaît lorsqu'on cesse d'exiger que la réalité corresponde à nos attentes. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une discipline pour ne pas se perdre dans ce qui n'est déjà plus sous contrôle. Ainsi, l'anxiété diminue. Ainsi, l'inquiétude perd de sa force. Le résultat cesse d'être une menace ou une promesse. Il est simplement. Et l'on continue d'avancer. Secret numéro 4. Te concentrer sur le présent, pas sur un futur hypothétique. T'est-il déjà arrivé que ton esprit voyage tout seul vers le pire scénario possible? Soudain, tu te retrouves à imaginer des disputes qui n'ont jamais eu lieu, des problèmes qui peut-être n'arriveront jamais, et tu ressens le poids d'un avenir qui n'existe pas encore. C'est épuisant. Vivre dans cet état d'alerte constant te vide, t'enlève de l'énergie et t'empêche de profiter de ce que tu as juste devant toi en ce moment. Tu n'es pas le seul. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, piégés par ce piège mental. Il est facile de se perdre dans le « et si ». Et si je n'obtiens pas ce travail? Et si je perds ce que j'ai? Et si quelque chose se passe mal? Mais combien de fois ces peurs se réalisent-elles vraiment? Combien de vies t'as échappé pendant que ton esprit se préoccupait de menaces qui n'existent que dans ton imagination? Quand tu te concentres sur le présent, quelque chose change. Tu respires. Tu remarques ce que tu as près de toi, ce que tu peux toucher, ce que tu peux faire aujourd'hui. L'anxiété se nourrit de scénarios futurs. La sérénité se construit sur ce que tu peux contrôler maintenant. Tu peux te demander, que se passe-t-il réellement en ce moment?
Que puis-je faire avec ce que j'ai maintenant, pas avec ce que j'imagine qui pourrait arriver? Parfois, le présent n'est pas parfait. Il peut y avoir des défis, de l'inconfort, même de la douleur. Mais le futur hypothétique est souvent bien plus effrayant, car il n'a pas de limite. Ton esprit peut tout inventer. Et plus tu passes de temps là-bas, moins tu as la capacité de répondre à ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui vient, mais de ne pas laisser les possibilités te paralyser. Quand tu reviens au présent, tu reprends le contrôle. Tu peux agir, décider, respirer. À quoi ressemblerait ta journée si tu cessais d'anticiper des problèmes et te consacrais à ce qui est devant toi? Qu'est-ce que tu pourrais découvrir si tu arrêtais de te battre contre des fantômes et te concentrais sur ce qui est tangible? Aujourd'hui, en cet instant, de quoi peux-tu vraiment t'occuper? 5e secret. Accepter l'impermanence de toute chose. Rien ne demeure. Les objets s'usent, les relations changent, les émotions fluctuent. Un jour, la routine se brise. Un message inattendu, une nouvelle, une perte, et l'échiquier de la vie se réorganise sans demander la permission. Ce qui semble solide aujourd'hui n'est, demain, qu'un souvenir diffus. La jeunesse, la santé, même la douleur, tout suit le même cycle d'apparition et de disparition. Observer cela, sans fioriture, montre clairement que l'anxiété de vouloir contrôler les résultats est un effort vain. S'accrocher à ce qui est déjà en train de changer ne fait qu'augmenter la souffrance. La nature ne négocie pas. Chaque commencement porte en lui sa propre fin. Vivre sous l'illusion de la permanence crée des attentes rigides. On planifie comme si le monde suivait un scénario personnel. Mais l'incertitude est la seule constante. Certains essaient de résister, luttant contre le cours naturel et finissent épuisés, déçus. D'autres choisissent de s'adapter, suivent les changements, ajustent leurs pas lorsque le terrain devient instable. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est une position lucide. Profiter de ce qui est, tant que c'est là, en sachant qu'à tout moment, cela peut disparaître. Ainsi, le souci perd de sa force. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre la dynamique réelle de l'existence. Accepter l'impermanence, c'est regarder en face la fragilité de toute chose. Rien ne s'arrête. Le soulagement vient lorsqu'on lâche le besoin que tout dure. Ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain. Le calme naît de cette acceptation. Secret 6. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses. L'anxiété se manifeste souvent comme une voix insistante dans l'esprit, répétant sans relâche des menaces, des scénarios catastrophiques et des doutes. Dans cet état, l'émotion domine et la logique se retire. Mais il existe un outil capable de rétablir l'équilibre. La raison. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une méthode concrète pour désamorcer la machinerie intérieure qui alimente la peur. La première étape consiste à identifier la pensée qui génère l'inquiétude. Par exemple, l'idée que quelque chose de mauvais va arriver ou je ne serai pas capable de résoudre ce problème. Une fois isolée, elle est examinée à l'aide de questions directes. Quelle preuve ai-je que cela va se produire? Est-ce déjà arrivé auparavant? Si c'est arrivé, est-ce que c'était aussi grave que je l'imaginais? Quelles alternatives existent? Suis-je en train d'ignorer des éléments qui contredisent cette crainte? Cette série de questions agit comme une loupe sur la distorsion, révélant sa fragilité. En pratique, cela signifie ne pas accepter la première impulsion de l'esprit comme une vérité absolue. Imagine quelqu'un qui craint de perdre son emploi après avoir commis une petite erreur. Son esprit projette un avenir fait d'échecs et de ruines. Mais, en analysant la situation de manière rationnelle, il découvre qu'il n'a jamais été licencié pour des erreurs similaires, que l'entreprise dispose de protocoles pour corriger les problèmes et que d'autres collègues ont commis des fautes sans conséquences graves. La peur perd de sa force lorsqu'elle est exposée à la lumière des faits.
Il ne s'agit pas de forcer l'optimisme ni de nier les risques réels, mais de distinguer entre ce qui est possible et ce qui est probable, entre la peur et la réalité. La raison n'élimine pas automatiquement l'anxiété, mais en réduit l'intensité et permet de prendre des décisions plus équilibrées. Ainsi, l'esprit cesse d'être l'otage de ses propres fantasmes et retrouve le contrôle. Cette technique demande de la pratique. L'esprit anxieux est habile à déguiser des suppositions en certitudes, à exagérer les menaces et à minimiser les ressources. C'est pourquoi il est nécessaire de revenir encore et encore à l'interrogation rationnelle. Ce que je pense, est-ce un fait ou une interprétation? Suis-je en train d'exagérer la probabilité d'une issue négative? Que puis-je réellement faire, ici et maintenant? À mesure que cette habitude se renforce, l'anxiété perd sa capacité à dicter le cours des pensées. La peur cesse d'être un tyran invisible et devient un adversaire identifiable, auquel on peut répondre par des arguments, et non seulement par l'évitement ou la résignation. Utiliser la raison pour remettre en question les pensées anxieuses est une discipline quotidienne. Elle ne promet pas la disparition totale de la peur, mais offre la possibilité de vivre avec plus de clarté, sans succomber à chaque alarme intérieure. Le calme naît, non pas de l'ignorance des problèmes, mais du fait de les affronter avec la lucidité qu'apporte une analyse honnête et détachée. 7e secret. Se rappeler que ce sont tes jugements qui créent la souffrance, pas les faits. Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement à son sujet. Et tu peux effacer ce jugement à l'instant même. Marc Aurèle a laissé cet avertissement comme un rappel à ceux qui cherchent la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. La plupart du temps, ce n'est pas l'événement en soi qui nous brise, mais l'interprétation que nous en faisons. L'esprit humain a l'habitude d'ajouter des couches de signification, d'anticiper des catastrophes, de construire des récits où les faits ne sont que le point de départ et où la souffrance se multiplie dans l'interprétation. Un message sans réponse, un regard de désapprobation, un échec inattendu. Le fait est neutre, mais le jugement que nous portons sur lui l'imprègne d'anxiété, de peur, d'angoisse. Observe avec honnêteté combien de fois t'es-tu senti prisonnier de pensées qui tournent en boucle, alimentées par des suppositions et des peurs qui ne se matérialisent jamais. Dans ces moments-là, ce qui te blesse, ce n'est pas la situation, mais l'histoire que tu racontes à son sujet. Le jugement transforme une petite gêne en blessure, une incertitude en menace, une perte en abîme. La souffrance grandit à mesure que tu insistes à interpréter, à qualifier, à ressasser ce qui aurait pu être ou ce que tu crains qui advienne. L'antidote consiste à suspendre le jugement, à regarder les faits à nu, sans ornement ni condamnation. Il ne s'agit pas de nier ce qui arrive, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le pouvoir de te blesser réside davantage dans ton esprit que dans le monde. À chaque instant, tu peux choisir d'examiner ta réaction et de te demander: est-ce un fait ou mon opinion sur le fait? Est-ce que je vois ce qui est ou ce que je crains que ce soit? Pratiquer ce discernement n'est pas facile. Mais chaque fois que tu parviens à séparer le fait de l'interprétation, tu récupères une part de ta liberté intérieure. Tu cesses d'être l'otage de tes pensées et tu deviens leur témoin. L'anxiété perd de sa force parce que tu n'alimentes plus le feu avec des jugements inutiles. L'inquiétude se dissout quand tu comprends que la plupart de tes tempêtes naissent à l'intérieur, pas à l'extérieur. Rappelle-toi, la douleur peut être inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Et la clé pour l'arrêter réside dans ta capacité à juger moins et à accepter davantage. Secret numéro 8. Limiter ton exposition aux stimuli inutiles. L'esprit humain n'est pas conçu pour traiter le flux constant d'informations, d'images et de sons qui nous entourent aujourd'hui. Chaque notification, chaque message, chaque fragment de contenu que tu consommes laisse une trace, aussi minime soit-elle. Le problème n'est pas seulement l'excès, mais aussi la qualité et la pertinence de ce que nous laissons entrer.
Lorsque tu t'exposes sans filtre aux réseaux sociaux, aux actualités alarmistes, aux conversations banales, ton attention se fragmente et ton énergie mentale se disperse. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans une passoire. Tu as beau faire des efforts, le calme s'échappe. Imagine que chaque stimulus est comme une goutte tombant dans un verre. Quelques gouttes ne changent rien, mais si le flux est constant, le verre déborde. Il en est ainsi de l'anxiété. Elle ne provient pas uniquement de grands problèmes, mais de l'accumulation silencieuse de petites distractions, d'interruptions et de sollicitations sans importance. Le résultat, un esprit saturé, incapable de distinguer l'essentiel du superflu. C'est pourquoi limiter l'exposition n'est pas un acte de fuite, mais de protection et de clarté. Prends l'exemple de quelqu'un qui commence sa journée en consultant son téléphone au lit. 10 minutes de gros titres négatifs, de messages sans importance et de vidéos virales. Avant même de sortir de la chambre, son esprit est déjà colonisé par des inquiétudes étrangères, des comparaisons vides et un sentiment d'urgence artificielle. Puis, tout au long de la journée, chaque pause est remplie de nouveaux stimuli. Podcast pendant le petit déjeuner, notifications pendant le travail, mise à jour pendant les trajets. À la fin de la journée, la fatigue mentale est inévitable, mais la cause n'est pas toujours reconnue. Ce n'était pas le travail, c'était le bruit constant. Limiter l'exposition signifie choisir ce que tu laisses entrer. Il ne s'agit pas de se déconnecter de tout, mais de filtrer avec discernement. Demande-toi avant de consommer. Est-ce que cela m'apporte quelque chose ou cela prend-il simplement de la place? Ce contenu m'apporte-t-il de la clarté, de l'inspiration ou ajoute-t-il simplement du bruit? L'exercice peut sembler anodin, mais il est radicalement transformateur. En réduisant le flux de stimuli inutiles, tu reprends le contrôle de ton attention et tu rétablis ton énergie mentale. La pratique peut commencer par des gestes simples. Mets en sourdine les notifications qui ne nécessitent pas de réponse immédiate. Prends des moments sans écran dans la journée, ne serait-ce que pour de courts instants. Supprime les sources d'informations redondantes. Apprends à tolérer le silence et le vide au lieu de vouloir les remplir compulsivement. Tu remarqueras que l'anxiété diminue, non parce que les problèmes disparaissent, mais parce que ton esprit retrouve l'espace pour traiter, décider et répondre au lieu de simplement réagir. La différence est tangible. Moins de stimuli, plus de présence, moins de dispersion, plus de profondeur. Ce n'est pas de l'isolement, c'est un choix conscient. De la même façon que tu fais attention à ce que tu manges pour nourrir ton corps, veille à ce que tu consommes mentalement pour préserver ta paix. Limiter ton exposition à l'inutile n'est pas un renoncement, c'est une affirmation de ce qui compte vraiment. Le calme ne se trouve pas en cherchant plus, mais en choisissant mieux. Secret numéro 9. Transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Faire face aux obstacles n'est pas un choix. C'est une partie de la vie. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Le travail se complique, une relation se termine, un projet échoue. Tu ressens cette pression dans la poitrine, l'esprit s'emballe, les doutes apparaissent. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Comment continuer après ça? Derrière chaque question se cache une opportunité. Non pas pour éviter la douleur ou faire comme si de rien n'était, mais pour regarder en face ce qui te freine. Qu'est-ce que cet obstacle est en train de t'enseigner? Parfois, la croissance ne se manifeste pas sous la forme d'un succès immédiat, mais à travers la résistance, la patience et l'apprentissage. Quand tout va bien, il n'y a aucune raison de changer. Mais quand la vie te met à l'épreuve, c'est là que la véritable opportunité de te transformer apparaît. Pense aux fois où quelque chose s'est mal passé et avec le temps, tu t'es rendu compte que c'était une leçon. Peut-être as-tu perdu un emploi et découvert une vocation différente. Peut-être qu'une déception t'a appris à poser des limites. Il est facile de comprendre cela avec du recul, mais lorsque tu es au cœur de la tempête, il est difficile de le voir clairement.
Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères. Au lieu de te demander pourquoi cela t'arrive, essaie de te demander pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Comment puis-je en sortir plus fort? Il ne s'agit pas de se résigner ni d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser comme un maître exigeant qui t'oblige à grandir. As-tu remarqué comment certaines personnes semblent devenir plus fortes après une crise? Ce n'est ni de la chance ni un hasard, c'est un choix. Elles décident de voir l'obstacle comme un défi et non comme une condamnation. Elles reconnaissent que, même si elles ne contrôlent pas ce qui arrive, elles peuvent choisir comment y répondre. Et si tu regardais tes propres problèmes sous cet angle, comment ta journée changerait-elle si chaque difficulté devenait une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même? Parfois, ce que nous craignons le plus de perdre est précisément ce qui nous empêche d'avancer. Et lorsque nous finissons par le lâcher, l'espace pour quelque chose de nouveau apparaît. La prochaine fois que tu seras confronté à un obstacle, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas la seule personne à traverser des difficultés et tu n'es pas faible parce que tu te sens submergé. Mais tu as le choix. Tu peux laisser l'obstacle t'arrêter ou tu peux choisir de grandir à partir de lui. Qu'est-ce que tu vas décider? 10e secret. Assumer que la tranquillité dépend uniquement de ton attitude, jamais des circonstances. C'est ici que prend fin l'illusion la plus coûteuse, la croyance que le calme viendra lorsque tout sera en ordre à l'extérieur, qu'il suffit de résoudre tes problèmes, que si tu obtiens le travail, le partenaire, la santé, l'argent, alors enfin, tu pourras respirer. Depuis combien de temps attends-tu ce moment? Combien de fois l'as-tu effleuré du bout des doigts, juste pour voir comment il se dissout dès que le vent change? La vérité, c'est que la vie ne cesse jamais de bouger. Les problèmes ne disparaissent pas, ils changent seulement de nom et de forme. Tu crois que le prochain objectif sera le dernier, qu'après tu te sentiras enfin en paix. Mais l'anxiété trouve toujours une porte d'entrée, une conversation gênante, une nouvelle inattendue, un regard de désapprobation. L'inquiétude est un parasite qui se nourrit de ton espoir de contrôle. Regarde en arrière. Chaque fois que tu as atteint quelque chose que tu voulais, combien de temps a duré la tranquillité? Un jour, une semaine, un mois avant que l'esprit ne trouve une nouvelle raison de s'inquiéter? Le cycle est interminable si tu continues à parier que le calme vient de l'extérieur. Il n'existe aucune circonstance parfaite, aucun scénario où tout serait sous contrôle. La vie est une succession d'incertitudes, de problèmes, de pertes, de changements. Vouloir que le monde s'adapte à tes désirs est la recette la plus sûre pour la frustration et l'anxiété chronique. Tu peux passer toute ta vie à attendre que l'environnement t'offre une trêve, mais elle ne viendra jamais. Le monde n'est pas conçu pour te donner la paix. Il ne l'a jamais été. La seule variable que tu peux contrôler, c'est ton attitude. Et ce n'est pas de l'optimisme bon marché, ni du positivisme superficiel. C'est l'acceptation brutale que la douleur, le chaos, l'injustice et la perte sont inévitables. Que personne ne viendra te sauver de tes pensées. Que personne ne va te garantir un lendemain sans secousse. Si ta tranquillité dépend du fait que tout se passe bien, tu seras toujours à la merci du hasard. Ta paix sera l'otage de ce que tu ne peux pas contrôler. Le secret, c'est d'arrêter de négocier avec la réalité, d'arrêter d'exiger des garanties à la vie. Le calme naît quand tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur la manière dont tu y réponds. Au lieu de demander « pourquoi moi ?», la vraie question est « qu'est-ce que je vais faire de ce que la vie me donne à vivre ?» L'attitude est la dernière liberté. Tu peux tout perdre, mais personne ne peut t'obliger à renoncer à ta dignité intérieure, à ta capacité de choisir ta réaction. C'est la seule chose qui t'appartienne vraiment. La tranquillité n'arrive pas quand tout est résolu, mais lorsque tu acceptes que cela ne le sera jamais tout à fait. Quand tu comprends que les vagues continueront de déferler, mais que tu peux apprendre à rester debout au cœur de la tempête. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de formule magique.
Il n'y a que le travail quotidien de regarder le chaos en face et de décider de ne pas le laisser te détruire de l'intérieur. Voici la fin inconfortable. La paix n'arrive que lorsque tu cesses de l'attendre du monde et que tu la construis de l'intérieur, brique après brique, même quand tout dehors menace de s'effondrer. Si tu n'assumes pas cette responsabilité, prépare-toi à vivre toujours au bord du gouffre, en attendant un miracle qui ne viendra jamais. L'anxiété ne disparaît pas par magie, pas plus que l'inquiétude. Ce sont des réactions humaines, mais elles ne sont pas immuables. Tu peux les laisser te dominer ou apprendre à les regarder autrement. Il existe deux types de personnes, celles qui laissent l'incontrôlable gouverner leur esprit et celles qui se concentrent uniquement sur ce qu'elles peuvent gérer. Les uns réagissent sans relâche, les autres choisissent froidement à quoi ils donnent du pouvoir. Dans une salle d'attente, certains tournent en rond, vérifiant leur téléphone chaque minute. D'autres restent assis, respirant, sans bouger un muscle. Dans la file du supermarché, certains soupirent et regardent l'heure. D'autres observent ce qui se passe sans s'agiter. Tu peux passer ta vie à attendre que les circonstances changent ou accepter que le calme est une décision intérieure, non un cadeau venu de l'extérieur. Il n'y a pas de troisième voie. Tu peux choisir, continuer à nourrir tes pensées anxieuses ou commencer à les remettre en question et à réduire leur influence. Il n'y a pas de plan C. Le reste ne dépend ni de rien, ni de personne d'autre. La perception change et les autres le remarquent. Moins de questions, moins d'explications, plus de respect dans les silences. Si cela t'a parlé, abonne-toi. Il y a une vérité inconfortable qui est rarement exprimée à voix haute. Dans le monde réel, être traité avec respect ne dépend pas toujours de ton éducation, de ton âge ou de ton apparence. Parfois, il suffit de croiser la mauvaise personne au mauvais moment pour ressentir le poids brutal de la grossièreté publique. Nous avons tous ressenti ce coup sec, un commentaire chargé de poison, un regard qui cherche à humilier, une provocation lancée comme si tu avais l'obligation de perdre le contrôle. Le réflexe le plus courant est de répondre avec fureur ou d'encaisser la colère. Mais ces deux chemins ont un coût psychologique qui s'accumule et fracture le caractère avec le temps. La dignité est mise à l'épreuve dans ces instants, et bien que l'instinct crie à la revanche, la véritable force réside dans le fait de ne pas offrir ta paix à ceux qui ne la méritent pas. Les stoïciens le savaient, tu peux contrôler ta réaction, jamais le comportement de l'autre. Si chaque attaque te tire vers le bas, tu deviens prisonnier d'inconnus. Si tu entraînes la sérénité, chaque provocation devient une occasion de démontrer ta discipline. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de faire semblant que la grossièreté ne fait pas mal, mais de l'affronter avec des mécanismes mentaux qui empêchent le poison des autres de pénétrer ton estime de soi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ta sérénité sans perdre un gramme d'autorité. Je te promets ceci, la prochaine fois que quelqu'un cherchera à te briser en public, tu auras les outils pour choisir le calme et non la réaction automatique. La dignité ne se négocie pas, elle se défend en silence. 1. Fais une pause avant de répondre. La vérité est dure, la plupart des gens réagissent comme un animal acculé face à l'impolitesse des autres, sans filtre, sans pause et sans la moindre intention de contrôler leur réponse. Je te le dis franchement, chaque fois que tu sautes sur le premier impulsion, tu renonces à ton intelligence et tu remets ta dignité sur un plateau. Tu n'es pas un automate, mais tu agis comme si tu avais des fils au lieu de bon sens. Ce qui se passe à l'extérieur ne te définit pas, mais ce que tu choisis d'en faire révèle exactement le type de personne que tu es. Arrête de te mentir en pensant que tu as perdu le contrôle à cause des autres. La seule vérité est que tu ne l'as jamais entraîné. Combien de fois vas-tu encore te justifier en disant que c'est sorti de ton âme ou que n'importe qui aurait réagi de la même manière? C'est la mentalité de celui qui est en dette avec lui-même. La dette de ne jamais avoir pris au sérieux le travail de renforcer l'autocontrôle. Fais une pause avant de répondre. Ce n'est pas une suggestion molle. C'est la base de toute réponse digne.
Tu penses que cette pause est insignifiante, mais c'est le filtre qui sépare la réaction automatique de la décision consciente. Sans cette pause, il n'y a pas de différence entre toi et celui qui t'insulte. Celui qui ne s'arrête pas vit à la merci de celui qui lance la première pierre, et c'est une faiblesse déguisée en spontanéité. Une pause te permet de voir le mécanisme en marche, la décharge d'adrénaline, l'impulsion de rendre l'offense, le désir de prouver quelque chose. Si tu n'es même pas capable de te contenir pendant quelques secondes, oublie l'autocontrôle, oublie le stoïcisme et oublie la dignité. Le respect de soi commence au moment où tu choisis de ne pas te laisser emporter par le courant de tes émotions les plus primitives. L'agresseur s'attend à te voir perdre ton calme. Il attend que tu réagisses de la même manière, voire pire, que tu te rabaisses à son niveau et que tu confirmes sa vision médiocre du monde, où tout est réaction, où aucun contrôle n'est possible. Ta pause brise son scénario. Ton silence pèse plus que son bruit. Tu ne lui donnes pas de pouvoir, tu lui en enlèves, car tu laisses clair que ton bon sens est plus fort que n'importe quelle provocation passagère. Il ne s'agit pas de te réprimer jusqu'à exploser. Il s'agit d'entraîner le muscle de la maîtrise de soi, celui que presque personne ne développe, parce qu'il nécessite des efforts, nécessite de l'inconfort et exige que tu prennes la responsabilité de tes actes. Ne te trompe pas. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est la distance qui te permet d'observer l'attaque, de voir la blessure chez l'autre et de décider s'il vaut la peine de dépenser une seule parole de ton énergie. Si tu n'es pas capable de faire une pause, tu es esclave de tes impulsions. Si tu peux, tu es maître de ta réponse et, par conséquent, de ton destin émotionnel. Celui qui ne contrôle pas la pause paie de sa paix intérieure. Fais la pause. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. 2. Ne prends pas l'attaque comme quelque chose de personnel. Tu es dans la file d'attente de la banque, il y a de l'urgence, l'ambiance est tendue et quelqu'un derrière toi lâche un commentaire désagréable. Tu vas rester là toute la matinée ou quoi? La phrase cherche à s'enfoncer, à provoquer une réaction immédiate, à te pousser à jouer le jeu de celui qui insulte et espère que tu te rabaisses. Ce qui se passe à ce moment-là semble simple. Tu ressens un coup au cœur. Ton ego s'active comme un ressort. L'esprit commence à fabriquer des excuses pour répondre par la même monnaie. Mais arrête-toi une seconde et observe le véritable mécanisme. D'où vient cette urgence de te défendre, de prouver que tu n'es pas faible? L'insulte est réelle, mais ce qui te fait mal, ce n'est pas la phrase, c'est l'interprétation que tu en fais. Tu te mets le fardeau sur les épaules, comme si chaque mot était un poids que tu devais porter, et tu te convaincs que l'offense est une évaluation directe de ta valeur. C'est là l'erreur. Tu n'es pas le centre de l'univers de l'autre. Sa frustration, son venin, son ton n'ont presque jamais à voir avec toi. Tu es juste la cible la plus proche à cet instant. Si tu gobes l'idée que l'attaque est un jugement sur toi, l'agresseur a gagné sans même se donner la peine. C'est ici que l'entraînement commence vraiment. Apprendre à ne pas prendre l'attaque comme quelque chose de personnel est l'un des filtres mentaux les plus puissants que tu puisses développer. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la résignation, c'est de la clarté. C'est reconnaître que chaque être humain traîne sa propre histoire, ses frustrations, ses blessures non résolues, et que souvent, ce qu'il cherche, c'est un endroit où les déposer. Tomber dans le piège de te sentir désigné, c'est perdre la perspective, c'est laisser ton esprit fonctionner selon le scénario de l'autre. Personne ne te connaît vraiment dans la file d'attente de la banque, ni dans la rue, ni au bureau. Ce que les autres disent de toi n'est qu'un éclat de leur propre bataille. L'offensé s'affaiblit. Celui qui ne se sent pas visé se libère. Chaque fois que tu assumes que la grossièreté est une attaque à ton identité, tu t'enchaînes au jugement externe et tu cesses d'être maître de ton état intérieur. C'est le prix de la susceptibilité. Ta tranquillité dépend de l'humeur et de la misère émotionnelle des autres. Change le filtre. Demande-toi, ce que je viens d'entendre en dit-il plus sur moi ou sur l'autre? Presque toujours, le véritable message se trouve chez l'émetteur, pas chez le récepteur.
Laisse les commentaires des autres passer comme un courant que tu ne traînes pas. Tu n'as pas besoin de répondre, ni de prouver, ni de corriger la vision déformée de celui qui t'attaque. La dignité ne se négocie pas avec des inconnus et ne se défend pas avec des cris. Celui qui ne prend pas l'attaque de manière personnelle économise de l'énergie et gagne en paix. Personne ne peut déplacer ton axe si tu ne le permets pas. C'est cela, la véritable indépendance émotionnelle. 3. Demander de la clarté face à l'impolitesse. Je vais te le dire sans détour. Demander de la clarté face à l'impolitesse m'a semblé inconfortable, presque humiliant au début. Il y a une partie de moi qui préférerait répondre avec sarcasme, une autre qui veut ignorer l'agresseur et faire comme si de rien n'était. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un te parle avec mépris, la dernière chose que tu veux, c'est d'humaniser la situation en demandant des explications. Cependant, lorsque je me suis forcé à le faire, j'ai découvert un mécanisme psychologique que presque personne ne reconnaît. Derrière l'insulte directe se cache souvent une intention floue, une motivation que l'impoli lui-même n'ose pas exposer frontalement. Et c'est ici que demander de la clarté devient une arme stratégique et non une démonstration de faiblesse. En décomposant la scène, la première chose qui se produit est une montée de tension. Le corps réagit, l'esprit cherche des réponses rapides et l'impulsion naturelle est de rendre le coup. Mais si tu intervenais à cet instant en demandant quelque chose d'aussi simple que « Que veux-tu dire exactement ?» ou « Peux-tu m'expliquer ce à quoi tu fais référence ?» tout le circuit émotionnel est interrompu. L'agresseur est contraint de faire face à ce qu'il vient de lancer, de mettre en mots concrets sa motivation. Très peu de personnes peuvent maintenir le même niveau d'hostilité lorsqu'on leur demande d'être clairs. C'est comme si la brume qui protégeait leur attitude se dissipait et qu'ils devaient soudain justifier leur comportement. Cela ne les met pas seulement mal à l'aise, cela te permet également de reprendre le contrôle de la situation, car tu cesses d'être une cible passive et tu deviens quelqu'un qui exige de la cohérence. L'impolitesse survit dans l'ambiguïté. La clarté l'étouffe. En analysant la dynamique, demander des explications force une pause dans le flux automatique d'agression et de réaction. Celui qui insulte s'attend à un rebond émotionnel, pas à une demande de précision. En lui demandant de clarifier, tu le confrontes à son propre désordre intérieur. Souvent, il ne sait même pas pourquoi il agit ainsi. Il le fait parce qu'il est plus facile de lâcher du venin que de revisiter son propre malaise. Lorsque tu demandes de la clarté, tu lui renvoies la responsabilité de ses mots. Tu ne te mets pas en position de victime ni de bourreau. Tu demandes simplement qu'il prenne ses responsabilités. La dignité ne consiste pas à se taire ni à crier, mais à exiger que tout ce qui est dit ait un fondement. Si tu ne peux pas expliquer ton impolitesse, elle n'a pas de valeur. C'est une ligne qui coupe net le jeu du mépris. Ce n'est pas confortable, mais c'est efficace. Celui qui demande de la clarté ne perd jamais, car il oblige l'autre à se regarder dans le miroir de ses arguments. Parfois, l'agresseur se rétracte. D'autres fois, il trébuche en essayant de justifier l'attaque, mais presque toujours, l'ambiance change immédiatement. L'énergie cesse de tourner autour de l'émotion et se déplace sur le terrain de la raison. C'est la différence entre réagir et gouverner l'interaction. Ne te contente pas d'absorber des coups verbaux, ni de les rendre. Exige des explications. C'est le filtre qui sépare la critique valable de la décharge émotionnelle d'autrui. Demander de la clarté est une dignité en action. 4. Remercie et suis ton propre chemin. Tu traverses la ville comme on traverse un marché bondé, des voix, des poussées, des gestes brusques, des regards qui rebondissent sans s'arrêter. La grossièreté publique ressemble à ces mains qui essaient de se glisser dans tes poches, cherchant à te voler ta tranquillité sans que tu t'en rendes compte. Il y a une réaction automatique qui se ressent dans l'estomac, une chaleur dense, une tension qui monte dans la gorge. Mais il existe aussi une autre option, beaucoup moins utilisée, accepter le frottement, remercier mentalement le signal que tu ne veux pas devenir la même chose, et continuer ton chemin comme si rien ne pouvait te détourner de ta direction. Il ne s'agit pas de résignation ni de faire semblant d'être de pierre,
Il s'agit de ne pas donner de pouvoir à un inconnu qui décide de croiser ton chemin. La différence entre celui qui s'en mêle avec chaque provocation et celui qui avance réside dans la capacité de voir la scène comme un simple obstacle et non comme un message personnel. Le geste est simple, presque imperceptible. Une légère inclinaison de la tête, un merci bref, parfois à peine audible, et la décision ferme de ne pas s'arrêter pour négocier avec la misère des autres. Tu ressens la tentation de regarder en arrière, de renvoyer une phrase cinglante, mais tu choisis de ne pas rester collé au sol émotionnel où l'on veut t'entraîner. À cet instant, ton corps se déplace en avant, les épaules détendues, le regard fixé sur ce qui compte vraiment. Ta direction, pas le bruit latéral. Il y a de la force chez celui qui ne se laisse pas attraper par l'énergie des autres. Tout le monde ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas ton temps. C'est la dignité silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements. La gratitude dans ce contexte est une pure stratégie interne. Ce n'est pas une récompense pour le grossier, c'est un rappel pour toi-même. Je ne porte pas ce qui ne m'appartient pas. Chaque grossièreté que tu laisses derrière, chaque commentaire venimeux qui ne te freine pas, est un investissement dans ta liberté émotionnelle. Le monde est rempli de ceux qui cherchent à t'accrocher à leurs blessures, mais ton travail est de lâcher l'hameçon avec élégance et fermeté. Remercier et avancer est l'art de choisir tes batailles, de savoir que la véritable indépendance ne se mesure pas au nombre d'insultes auxquelles tu réponds, mais au nombre que tu laisses tomber sans te contaminer. Il n'y a aucun mérite à s'en mêler avec quiconque croise ton chemin de manière désagréable. Il y a du mérite à avancer, intact, en montrant que ton énergie n'est pas à vendre. La paix t'appartient seulement si tu décides que personne d'autre ne l'administre. N'accepte pas les fardeaux des autres. Remercie l'avertissement et suis ton propre chemin. C'est cela la maturité, c'est cela la force entraînée. 5. Établis des limites sans perdre ton calme. Celui qui ne sait pas poser des limites est complice de son propre maltraitement. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus pathétique que de voir quelqu'un se laisser piétiner, se taisant par peur de déranger ou par terreur de perdre l'approbation d'inconnus. Tu veux du respect? Commence par te l'exiger à toi-même. La plupart préfèrent avaler l'inconfort plutôt que de marquer un arrêt, car ils ont peur du conflit, ou pire encore, parce qu'ils ont appris à normaliser l'abus déguisé en fort caractère ou personne difficile. Laisse-moi te le dire clairement, personne ne respectera tes limites si tu n'es pas capable de les défendre sans hésitation. L'autocontrôle ne consiste pas à tout supporter avec un air de martyr, mais à montrer par des actes et des mots qu'il y a un point où ta dignité n'est pas négociable. Celui qui se tait par habitude finit par accumuler du ressentiment comme une dette émotionnelle qui, tôt ou tard, se rembourse avec des intérêts sous forme d'explosion ou d'humiliation. La dignité n'est pas un ornement, c'est une limite opérationnelle. Ne confonds pas le calme avec la soumission. Garder son calme ne signifie pas avaler les déchets des autres, ni tolérer des manques de respect comme si tu étais un conteneur de frustration d'autrui. Le vrai calme est celui qui met un frein sans crier, c'est celui qui regarde l'autre et d'une voix ferme et sans trembler dit « Ici, tu t'arrêtes ». Il n'est pas nécessaire d'expliquer ou de justifier ta limite. Ceux qui exigent que tu justifies ton droit au respect cherchent simplement un espace pour continuer à franchir la ligne. La limite ne se demande pas, elle se marque. Et si l'autre personne se fâche, qu'elle fasse face à son propre malaise. Tu n'es ni thérapeute, ni sac de frappe pour qui que ce soit. Chaque fois que tu restes silencieux, tu envoies le message que ton espace et ton temps sont en promotion. Chaque fois que tu reportes la limite, tu t'entraînes à la faiblesse. Mets le frein avec clarté, sans fioriture ni menace. Il n'est pas nécessaire de hausser la voix, mais il faut faire comprendre qu'il y a des conséquences. Je n'accepte pas ce traitement. Ne me parle pas de cette manière, ou simplement t'éloigner sans donner d'explication. Le respect ne se négocie pas lors de débats d'une demi-heure. Ce que tu permets se répète.
Si aujourd'hui tu tolères un manque, demain il te sera 2 fois plus difficile de te maintenir debout. Les excuses du type « je ne voulais pas faire de scandale » ou « ça ne vaut pas la peine de discuter » sont le prétexte de ceux qui préfèrent la fausse paix à la véritable estime de soi. Arrête de te cacher derrière la courtoisie lâche. La limite est le cadenas de la dignité. Si tu ne le fermes pas, personne ne le fera pour toi. N'aie pas peur de déranger l'autre. Crains plutôt de te conforter pour toujours dans le rôle de celui qui se laisse entraîner. Poser des limites sans perdre son calme est la preuve que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de l'autorité que tu as sur ton propre espace. Personne ne peut te piétiner si tu restes ferme. Respecte-toi sans demander la permission. C'est la ligne qui sépare l'adulte de l'enfant apeuré. 6. Détecte le besoin derrière l'insulte. La plupart des gens n'insultent pas parce qu'ils sont forts, mais parce que quelque chose en eux est fracturé. La grossièreté n'est jamais un signe de pouvoir, c'est le signe d'un manque, d'une fissure interne que l'autre essaie de masquer par le mépris. Quand quelqu'un t'attaque en public, ce que tu vois n'est que la surface d'un besoin mal géré. Derrière chaque commentaire venimeux, derrière chaque geste hostile, il y a une faim non satisfaite, une frustration qui ne sait pas trouver une issue digne. La réaction automatique est de le prendre comme une attaque personnelle, mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu commences à voir le véritable mécanisme. Celui qui blesse demande quelque chose, même s'il ne le reconnaît pas. Il demande de l'attention. Il demande à se sentir supérieur pendant un instant. Il demande à être vu. Ou, au fond, il demande que quelqu'un lui confirme qu'il existe, même à travers le conflit. C'est le véritable fondement de la plupart des grossièretés. Personne qui est en paix n'a besoin de piétiner les autres pour respirer. Le défi alors est d'apprendre à détecter ce besoin caché sans tomber dans le piège de se sentir responsable de le satisfaire. L'empathie stratégique n'est ni une faiblesse, ni une soumission. C'est la capacité de voir au-delà de l'insulte et de comprendre que l'autre montre son point le plus bas, pas sa force. Si tu es capable d'observer l'attaque sous cet angle, tu reprends immédiatement le pouvoir sur ton état interne. Tu n'es plus une marionnette qui réagit à chaque tirage de corde, mais un observateur qui reconnaît la dynamique et décide s'il participe ou non. La question que tu dois te poser n'est pas « pourquoi m'attaque-t-il ?», mais « que cherche-t-il vraiment ?» Et bien que la réponse ne justifie jamais le manque de respect, elle te permet de choisir une réponse qui préserve ta dignité. Tu peux choisir de ne pas t'engager, tu peux renvoyer une phrase neutre qui n'alimente pas l'agression, tu peux même répondre avec un calme qui désarme parce que tu n'entraves pas dans le jeu du manque de l'autre. Ne confonds pas détecter le besoin avec le porter. Tu n'es pas venu au monde pour être le thérapeute des inconnus, ni pour corriger le vide émotionnel de ceux qui ne se supportent pas eux-mêmes. Mais si tu reconnais le besoin derrière l'insulte, l'impact émotionnel change immédiatement. Tu cesses de te sentir offensé et tu commences à voir l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas demander ce dont il a vraiment besoin. C'est la maturité émotionnelle, ne pas s'engager avec le masque, mais voir la fracture derrière le geste. La compassion n'est pas une excuse pour permettre l'abus. C'est un filtre qui te protège du piège du ressentiment. Celui qui insulte révèle sa véritable pénurie. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Le contrôle de soi le plus solide naît de la compréhension que la plupart des offenses parlent du besoin de l'autre, pas de ta valeur. La dignité commence quand tu cesses de mendier la validation des vides des autres. 7. Limiter l'accès aux personnes toxiques. Vous assistez à une réunion de famille et voilà, le parent qui aime mettre mal à l'aise, le connu qui ne manque jamais une occasion de faire une remarque blessante déguisée en blague, la personne qui semble vivre pour appuyer sur les boutons de tout le monde. Vous le connaissez bien, car chaque fois qu'il apparaît, votre énergie s'épuise, votre humeur change et vous vous retrouvez à calculer comment esquiver la prochaine décharge. C'est ici que s'active le mécanisme le plus subtil mais le plus nécessaire, limiter l'accès.
Il ne s'agit pas de punir, ni de couper les liens par fierté, mais d'appliquer, avec un froid stratégique, le principe de l'auto-soin. La tolérance n'est pas infinie. Si elle l'était, ce ne serait pas une vertu, mais un abandon de soi. Chaque interaction est un investissement. Soit vous ajoutez de la paix, soit vous vous endettez par rapport à votre tranquillité. En analysant la dynamique, la plupart supportent la toxicité par inertie sociale ou par peur du qu'en dira-t-on. Mais laisser la porte ouverte à ceux qui ont déjà prouvé qu'ils viennent contaminer, c'est comme inviter un voleur à fouiller vos tiroirs chaque fois qu'il le souhaite. L'erreur ici est de penser que vous devez supporter par politesse, par nostalgie ou pour maintenir l'harmonie. Cette harmonie est fausse si elle se paie avec votre bien-être. L'accès, en psychologie profonde, se traduit par le temps, l'attention et l'espace mental. Si vous cédez ces ressources à ceux qui les gaspillent ou les utilisent pour vous rabaisser, le coût est toujours le vôtre, jamais celui de l'autre. Personne ne viendra protéger vos limites si vous ne les blindez pas. La décision de limiter l'accès ne se prend pas à chaud, elle se prend à froid. Vous observez des schémas, identifiez qui répète le comportement et évaluez l'impact réel sur votre humeur, votre journée, votre perception de vous-même. Puis vous choisissez. Vous restreignez vos conversations, vous raccourcissez les rencontres, vous filtrez ce que vous partagez, vous vous permettez même de ne pas répondre à des messages ou de ne pas assister à certains événements. Il ne s'agit pas de faire une scène, mais d'ajuster la distance pour que votre dignité ne soit pas compromise. La clé est celle-ci. Protégez votre espace comme s'il s'agissait de votre seule richesse. Parce que c'est le cas. L'effet est immédiat. Moins d'épuisement, moins de ressentiment accumulé, plus d'énergie disponible pour ceux qui ajoutent vraiment. Limiter l'accès n'est pas de la cruauté, c'est une hygiène émotionnelle. La relation avec les toxiques s'améliore rarement avec une patience infinie. Elle s'améliore quand ils comprennent qu'ils ne peuvent plus entrer et sortir de votre état mental à leur guise. Si l'autre proteste, l'interprète comme un rejet ou essaie de vous manipuler avec de la culpabilité, ce n'est pas votre problème de résoudre son malaise. Votre loyauté est d'abord envers vous-même, pas envers l'habitude ni le chantage émotionnel. Le respect véritable se construit sur la clarté et la distance. Celui qui prend soin de son espace prend soin de sa paix. Ne donnez pas de clé à celui qui ne sait que salir. 8. Protège ta dignité face aux provocations. Je vais être brutalement honnête. Il y a des moments où j'ai ressenti la tentation de laisser une provocation faire ressortir le pire en moi. J'ai remarqué comment ma mâchoire se tend, les muscles de ma nuque se durcissent et mon esprit se remplit d'arguments aiguisés, tous prêts à être lancés. Le corps le prend comme une question de survie, comme si le respect était en jeu face à un regard défiant dans la rue ou un commentaire venimeux lancé à haute voix dans les transports en commun. C'est inconfortable de l'admettre, mais parfois la dignité semble être une monnaie que l'on peut perdre en un instant, et l'impulsion de la défendre à tout prix te pousse exactement là où ils veulent te mener, dans le piège de la réaction. La sueur froide sur les paumes, le pouls accéléré, le désir de ne pas être en dessous dans ce duel invisible. Reconnaître cet automatisme est le premier pas, mais il ne suffit pas de le voir. La vraie question est comment protéger la dignité quand tout le système nerveux crie de répondre. La scène est simple et cruelle. Quelqu'un te regarde de haut en bas avec mépris, cherche une fissure dans ton armure à chaque geste, attend le moindre signe de faiblesse pour creuser plus profondément. Il y a des personnes qui se délectent de ce jeu sale, qui se nourrissent de l'inconfort des autres et collectionnent de petites victoires aux dépens de ceux qui cèdent. C'est là que se définit le véritable entraînement stoïque. Tu peux sentir le tremblement dans le creux de ton estomac, l'impulsion de hausser la voix, mais tu choisis autre chose. Il ne s'agit pas de durcir le visage, ni de devenir de pierre, mais de planter les pieds, de regarder fixement l'agresseur et de tenir le moment avec un calme qui coupe la tension ambiante. Le silence devient lourd, mais ce n'est pas de la soumission, c'est une déclaration. Je ne suis pas ici pour mendier du respect, ni pour mettre aux enchères ma dignité. C'est la ligne emblématique.
Celui qui résiste à la pression du moment, celui qui ne se précipite pas à répondre, démontre sa force sans recourir aux cris. Protéger la dignité n'est pas chercher l'approbation ni sortir vainqueur d'une compétition d'insultes. C'est quelque chose de bien plus sobre et bien plus coûteux. C'est décider que ta valeur n'est pas en jeu simplement parce que quelqu'un la remet en question à haute voix. Tu peux sentir le jugement dans les regards autour de toi, percevoir le murmure invisible de ceux qui attendent que tu réagisses, mais tu choisis de ne pas offrir ton énergie à ce théâtre. La dignité se transmet dans la manière dont tu maintiens le regard, dans la façon dont tu tiens ta posture, dans la respiration qui ne se brise pas même si à l'intérieur, l'adrénaline cherche une issue. Cette présence sereine, sans théâtralité, sans geste exagéré, est ce qui désarme celui qui provoque. Il n'y a pas de meilleure réponse que de montrer par des actes que tu n'es pas facile à entraîner. Tout ne mérite pas ta réaction. C'est une autre ligne emblématique. Le véritable blindage ne réside pas dans le volume de tes mots, ni dans la dureté de tes gestes, mais dans le contrôle de soi que tu choisis d'exercer quand c'est le plus difficile. Celui qui provoque attend un reflet immédiat, une explosion qui rompt l'équilibre. S'il ne l'obtient pas, il se retrouve face à un mur qu'il ne peut pas traverser. La dignité, dans ces secondes, est le seul véritable bouclier. Elle ne se manifeste pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de ne pas dire. Chaque provocation qui ne te vole pas ton calme est une victoire silencieuse. La dignité se protège dans la pratique, pas dans la théorie. Elle s'entraîne chaque fois que tu mets le corps, le geste et la parole sous le gouvernement de ton jugement, pas de l'instinct des autres. C'est cela, le respect de soi en action. 9. Renforce ta sérénité par une pratique quotidienne. La sérénité n'est pas un don tombé du ciel, elle ressemble plutôt à une corde tendue que tu traverses chaque jour au-dessus de l'abîme de la stupidité des autres. Chaque pas est un défi. Tu vacilles. Tu ressens le vertige, et c'est alors que surgissent les excuses faciles que tu te répètes pour justifier chaque chute. C'est comme ça que je suis. J'ai un fort caractère. Je ne supporte pas le manque de respect. Le monde est rempli d'imbéciles. Pourquoi devrais-je me calmer? Comme il est facile de jeter l'autocontrôle par-dessus bord et de le déguiser en authenticité. Mais la vérité est crue et n'admet pas d'artifice. La sérénité se construit par une pratique quotidienne. Et si tu ne l'entraînes pas, tu deviens le jouet émotionnel de quiconque décide d'appuyer sur tes boutons. Ici, il n'y a pas de place pour des discours de développement personnel, ni pour des romantismes du « sois toi-même ». Il y a de la place pour l'effort répété, pour la fatigue mentale de te corriger pour la énième fois, pour la discipline brutale de ne pas tomber dans le piège habituel. Te dérange-t-il de sentir que l'autocontrôle est un travail constant? Bien, car la véritable croissance est toujours inconfortable. La sérénité ne s'acquiert pas en lisant de belles phrases, ni en regardant des vidéos motivantes. Elle se réalise lorsque tu traverses l'inconfort de te mordre la langue, lorsque tu choisis de respirer profondément alors que ton corps tremble de rage, lorsque tu répètes encore et encore l'exercice de ne pas réagir, même si tout ton système nerveux te crie le contraire. Tu parles de dignité, mais tu la démontres dans les microsecondes où tu choisis de ne pas retourner dans la boue de ceux qui insultent. Personne ne devient serein par accident. On devient serein parce qu'on se force à pratiquer, même quand cela ne fait pas envie, même quand l'esprit cherche des raccourcis et des excuses. C'est ce qui sépare les adultes des enfants émotionnels. Sérénité qui ne se pratique pas, sérénité qui s'oxyde. Grave-toi cette phrase. Ne te laisse pas tromper en croyant que la répétition est une faiblesse. La répétition est le seul moyen de transformer l'impulsion en discernement. Chaque fois que tu fais face à une provocation sans perdre ton calme, tu places une brique de plus dans le mur de ton autocontrôle. Si tu relâches par paresse ou que tu te justifies par fatigue, tu recules tout ce que tu as avancé. C'est inconfortable, oui, mais celui qui cherche le confort émotionnel finit par payer avec de l'humiliation tôt ou tard. Le caractère se forge dans la fatigue de résister. Tu veux du respect pour toi-même? Ne le cherche pas dans l'indulgence, cherche-le dans la discipline du quotidien.
Chaque fois que tu entraînes la sérénité, même en petite dose, tu récupères une partie de toi que le monde essaie de te ravir à grands cris. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de magie. Celui qui n'entraîne pas le calme entraîne sa ruine. C'est tout. 10. Choisis toujours la maîtrise de soi, pas la réaction. La maîtrise de soi est une décision, pas un trait de personnalité. Elle n'est pas héritée ni dépendante de la chance. C'est le produit inconfortable de choisir l'autocontrôle plutôt que l'impulsion, encore et encore, même si tout ton corps demande le contraire. Lorsque tu fais face à la grossièreté en public, ton esprit s'active en mode défense. De vieilles croyances surgissent, criant que si tu ne réponds pas, tu restes à la traîne, tu es humilié, tu passes pour faible. Sans t'en rendre compte, tu deviens l'otage d'une attente invisible, celle d'être fort à travers la réaction. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre, mais avec l'image interne que tu as de toi-même. Qui es-tu quand personne ne t'applaudit pour garder ton calme? La réponse révèle de quoi tu es fait. Il y a un piège silencieux dans la réaction automatique. Elle semble te donner du pouvoir, mais en réalité, elle te le prend. Celui qui réagit se vide, car il remet son centre à la situation et laisse les émotions prendre le volant. Choisis la maîtrise de soi, celui qui a compris que ce que tu peux perdre de plus précieux dans une provocation n'est pas la discussion, mais le respect de soi. La maîtrise de soi n'est ni froideur ni indifférence. C'est la discipline de ne pas laisser les mouvements des autres dicter les tiens. Chaque fois que la colère te pousse au bord et que tu choisis de ne pas sauter, tu renforces une structure interne que personne ne voit, mais qui soutient tout le reste. Le véritable autocontrôle se cultive dans ces secondes d'inconfort, dans l'effort de ne pas déclencher la réponse facile, dans le courage de maintenir un silence inconfortable si nécessaire. L'esprit, par défaut, cherche à justifier l'éclat. Je ne pouvais pas laisser passer. Je devais me défendre. C'était juste. Mais derrière chaque justification se cache une incapacité à tolérer la tension interne que produit la provocation. La maîtrise de soi, en revanche, est d'accepter ce malaise sans anesthésie, de le laisser passer par le corps et de l'observer sans le transformer en action. La dignité se construit dans cet espace invisible où tu choisis de te contenir, même si tu sens que personne ne le remarque. Celui qui contrôle la réponse contrôle le résultat. Cette phrase est une invitation brutale à ne pas céder à la faiblesse facile de l'emportement. Tu peux tromper le monde avec une façade de force, mais ton jugement se révèle dans la qualité de tes choix sous pression. Maintenir la maîtrise de soi est un travail ingrat. C'est le muscle qui fait le plus mal à entraîner car il exige de renoncer à la gratification immédiate. Mais chaque fois que tu y parviens, tu crées une distance réelle entre ta valeur et l'opinion des autres. La réaction est esclavage, la maîtrise de soi est souveraineté. La différence entre te sentir maître de toi-même ou te sentir à la merci de n'importe quelle provocation se trouve dans cette ligne fine et rugueuse qui sépare ce que tu ressens de ce que tu fais. Personne ne peut choisir à ta place. Choisis toujours la maîtrise de soi. C'est le filtre définitif de ta maturité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.